Bonjour à tous, ravi de vous savoir assidus à ce programme qui s'évertue à vous donner les informations dont vous avez besoin. Bon réveil à tous. Bonjour Marco. Bonjour Leslie, bon réveil également à vous et à tous ceux qui nous font l'honneur, l'insigne honneur de nous regarder tous les jours. C'est le 3e jour de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 16 mai 2018. Bon début de carême, bon début de jeûne hein, à tous nos amis, à toutes nos sœurs, à tous nos frères de confession musulmane et que ce mois vraiment spirituel vraiment nous donne beaucoup de force et que Dieu nous facilite, comme on dit. Aujourd'hui, nous allons recevoir avec beaucoup de plaisir le président de la Chambre des huissiers de Côte d'Ivoire, Cissé Yao Jules, président de la Chambre des huissiers, qui nous parlera des huissiers de justice, rôle et mission. On entend souvent parler des huissiers. C'est quoi leur rôle? Où est-ce que ça s'arrête? Où est-ce que ça continue? Tout ça, voilà. On va en parler. Et puis, on aura, bien sûr, exceptionnellement, vous avez constaté qu'aujourd'hui, mercredi, nous faisons le droit parce que hier, c'était la journée internationale des familles et nous voulions donc cadrer, choisir un thème concernant la famille. C'est la raison pour laquelle hier, nous avons reçu une personne du ministère de la Famille. Aujourd'hui, nous allons recevoir donc une personne émanant de la sphère juridique pour nous parler des huissiers. Mais avant, on va se mettre en condition, mademoiselle Landry, avec un peu de... Un peu de gym. J'ai failli dire voyage, hein, mais non, c'est la gym. Bonjour chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir pour nous d'être en votre compagnie chaque matin pour vous permettre de transpirer et de bouger un peu. Alors pour entamer cette journée, je vous propose de travailler la taille. Je suis accompagné aujourd'hui de Janice à ma gauche et de Samira à ma droite. Donc sans plus tarder, regardez, on part là pour un petit mouvement d'échauffement, regardez. Allez, on y va les filles, 3, 2, 1, go, 1, allez, 2, on descend bien, 3, voilà, 4, 5, allez on change de côté, go, 1, 2, 3, 4 et 5, allez sans plus tarder, vous prenez soit un manche à balai chez vous à la maison, ok, pour qu'on puisse commencer directement à faire nos exercices, on pose le manche à balai juste sur les trapèzes, là, d'accord, et puis on part sur le côté, 1, on revient dans l'axe et on repart encore une nouvelle fois, d'accord, on va faire 10 deux fois. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pendant que vous faites ce mouvement, vous contractez volontairement vos abdos. 9 et 10. On change de côté. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on revient bien, 8, 9 et 10, sans plus tarder, de l'autre côté on repart, allez, 1, 2, on a toujours les abdos qui sont bien contractés, 4, 5, 6, 7, allez, 8, courage Samira, 9 et 10, dernier passage, côté droit, top c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, le ventre est toujours contracté, 6, 7, 8, 9 et 10. Second mouvement que je vous propose, on va faire des rotations du torse, là, 1, 2, d'accord, on va en faire 20. Allez, 3, 2, 1, comme c'est parti. 1, les abdos bien gagnés, 2, 3, ne vous balancez pas, 4, prenez tout votre temps, 5, c'est la contraction des abdos qu'on fait, 6, 7, 8, super, 9, 10, encore, 1, 2, 3, allez courage, 4, 5, c'est un très bon exercice pour la mobilité aussi de la colonne vertébrale, 7, 8, 9 et 10. On va le faire maintenant de manière unilatérale, c'est-à-dire qu'on part à gauche là, on revient dans l'axe, on repart à nouveau, on va faire 10 de chaque côté deux fois. Comme c'est parti. 1, 2, 3,
4, allez, 5, 6, 7, 8, les abdos toujours bien gainés, 9 et 10. On part de l'autre côté directement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repart côté gauche. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Courage les filles. 8, c'est déjà 10. 9 et 10. On repart côté droit une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, dernier exercice que je vous propose, on va tendre les bras là et on va descendre de part et d'autre, c'est-à-dire une fois là, on revient et une fois là, d'accord? On va à 10, deux fois. 3, 2, 1, go! 1, gardez les bras tendus. 2, allez. 3, 4, le bâton revient à la verticale. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On souffle 5 à 10 secondes et on repart encore une dernière fois pour cet exercice. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, merci de nous avoir suivis. Terminé pour cette séance du jour. Très bonne journée à vous. Restez sur TI1. Et oui, effectivement, restez sur RT1, réalisation, donc Soro, félicité Sinediawa, en haut avec toute la magnifique équipe, hein, depuis les émetteurs et toute cette grande famille du matin. Le point route pour savoir un peu la direction, le chemin emprunté tout au long de ce mercredi 16 mai 2018. C'est parti. Le tout premier tronçon, c'est celui du boulevard Latry. Non, voilà. non, pas le boulevard Lagunaire. Je sais que vous êtes passé par le Latry pour fêter hier avec vos collègues de la radio. Mais bon, ici, c'est le Lagunaire. Le Lagunaire, tranquillement, tout doucement. Et ben, voilà, chacun va qu'à ses occupations, pas d'encombre. On va tranquillement. Voilà. Et si on allait à Trècheville, Nessie, ça vous dit? Bah oui, avec allez, beaucoup on y va de à plaisir. Trècheville rapidement avec la pluie qui menace. Attention, attention, le ciel est très... Regardez un peu la physionomie du ciel, comment c'est chargé. Ah, ça veut dire qu'il y a une pluie imminente. Ça sent le cumulonimbus, là, c'est-à-dire le nuage qui produit de la pluie, soit dit en passant. Un point météo tout à l'heure, ce sera aux alentours de 6h27. Et puis, si on allait du côté du 3e pont pour voir un peu ce qui se passe. Bah, c'est l'échangeur, très très timide, pas très prisé à cette heure de la journée. Ça se comprend. On peut faire des économies en prenant les voies habituelles. Voilà. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est le mercredi 16 mai 2018. Aujourd'hui, nous célébrons les honorés. Les honorés sont à l'honneur, Marco. Ah. Alors, honoré du latin honoratus, qui veut dire honoré, estimé. Prénom dérivé, on a honora, honorius, honorina, honorino. Les honorés sont des fonceurs, oui, qui n'ont pas coutume d'hésiter quant aux moyens de parvenir à leur but. Ça me fait penser à quelqu'un. Ils ne supportent pas de rester oisifs et multiplient souvent les activités. Ce sont des hommes droits et bons, enfin, jusqu'à la naïveté. Ils ont du mal à imaginer qu'on puisse haïr ou envier quelqu'un. Cette confiance dans l'humanité les expose souvent à la souffrance. Vous connaissez des honorés, vous? Oh bah oui, je connais des honorés. J'ai un tonton. Coucou, tonton honoré. Ah oui, moi aussi. C'est une très belle journée. J'ai un vieux père du quartier de la Riviera de Honoré Baillé, que je salue. Et puis j'ai un cousin aussi, Honoré Gove, qu'on salue. Bonne fête donc à tous les honorés. Et également, Marco, c'est l'anniversaire de deux chanteuses, Janet Jackson.
Ah oui, Yeah, de la sœur famille cadette Jackson. de Michael Jackson, Janet Jackson, la voici, oui, ravissante, hein, vraiment. Et elle a eu un enfant tardivement, hein, Oui, tardivement. après 40 ans en tout cas, après 40 ans avec son richissime mari, Son ex-mari, ils se sont richissime, séparés ils sont maintenant. séparés. Oui, question Potin, elle est très informée. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du vivre ensemble. Voilà, ça c'est très important. Oui, l'Algérie célébrera le 16 mai la première édition de la journée internationale du vivre ensemble en paix, un événement dont la consécration au niveau mondial est le fruit d'une initiative algérienne puisée de sa propre expérience et tendant à la promotion de la culture, de la paix et de la réconciliation nationale. Le vivre ensemble, ça doit être vraiment quelque chose d'effectif. Il faut qu'on puisse vraiment avoir cette... voilà, là, par exemple, il y a le jeune musulman qui commence. Si on a un voisin musulman qu'on n'est pas de la même confession que lui, il faut lui faciliter la tâche, faire en sorte que son jeûne se passe dans de très bonnes conditions. Leur offrir du sucre. Leur offrir du sucre. Des fruits. Voilà, des fruits. Et puis vraiment, voilà quoi. Être avec eux dans ce moment de spiritualité. C'est comme ça. Ça fait partie également du vivre ensemble, mesdames et messieurs. Et Marco, aujourd'hui également, 16 mai 1999, le Koweït accorde aux femmes le droit de vote et la possibilité de se présenter aux législatives. C'est un grand pas vers la démocratie et surtout vers l'égalité du genre. Est-ce que vous savez qu'on parle souvent de pays par rapport aux droits des femmes? Même en France, c'est dans les années 30 que les femmes ont commencé à voter. Eh oui. Pourtant, on n'en parle pas beaucoup. Pourtant, c'est la réalité. C'est dans les années 30, si ma mémoire est bonne, 32 ou 36, que les femmes ont commencé à voter. Parce qu'avant, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Et quand c'est dans d'autres pays, voilà, on dit ça. Alors que bon, c'est vrai, le Koweït, c'est en 99, mais il y a d'autres pays également qui ont mis du temps, notamment la grande France, puissance mondiale nucléaire. Donc ça, il faut le dire aussi. Alors, le mariage du prince, ça c'est l'événement, hein, ça vient là. Vous êtes invité? Non, pas du tout. Ah, vous n'êtes pas invité? Je peux vous accompagner? Les Ivoiriens, on dit, sont très affairés. Je veux voir quel Ivoirien, à part peut-être une personnalité officielle de l'État, par exemple, représentant de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Grande-Bretagne, savoir qui aura vraiment l'accréditation, qui sera invité. On va voir tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. On va voir vraiment qui sera invité à ce mariage, ce grand mariage. C'est samedi, hein? C'est déjà. C'est samedi. Vous avez reçu votre invitation, vous? Mon invitation en route. Donc voilà, j'espère aller représenter dignement. Le costume aussi vient avec. Donc imaginez un peu la sape de ce jour-là. Représenter dignement toute l'équipe de Matin Bonheur. Oui, j'ai représenté dignement toute l'équipe de Matin Bonheur, Kadi Fadiga, voilà, tout ça. Éducation maintenant, en reportage Nessie. Effectivement, Marco, le ministère de l'Éducation nationale veut vulgariser l'alphabétisation numérique. Donc, un projet d'alphabétisation via le téléphone mobile vient d'être lancé. Qu'est-ce que ça donne? On suit cet élément de Herman Niamia. L'alphabétisation classique en salle, on la connaît. Mais apprendre à lire et à écrire via un smartphone, c'est une innovation. Et c'est ce que la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle veut vulgariser. Pour cette phase pilote qui va durer 4 mois, ce sont 15 ouvriers de la Carena qui ont été choisis pour ce projet d'alphabétisation numérique. C'est volontairement que nous basculons parce que nous savons en Côte d'Ivoire que tout un chacun a au moins un portable. On l'utilise pour des communications. Mais nous, Éducation nationale, disons qu'il faut faire une autre utilisation du portable que nous avons. Et cette autre utilisation, c'est d'apprendre à lire, à écrire. C'est un outil d'apprentissage désormais pour les cibles que nous avons sous la main. Une démonstration a été faite par l'opérateur technique au cours de cette cérémonie de distribution de kits d'apprentissage. A. A. Lorsque je prononce mal, ça ne passe pas au suivant. Ça permet à l'apprenant d'abord de pouvoir apprendre en mobilité, de pouvoir apprendre aussi à son rythme et de pouvoir apprendre de façon ludique parce que le smartphone lui permet de pouvoir faire les leçons, apprendre les choses tout en se servant de tout le bénéfice des applications numériques. Choisis comme structure pour cette phase pilote, les responsables et les apprenants de la Carena n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance
à la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. On souhaite que cette expérimentation puisse faire beaucoup de petits et qu'elle puisse se développer dans de nombreuses entreprises en Côte d'Ivoire. Avec le portable qu'on vient d'avoir, ça a beaucoup m'arrangé. Puisque ici on travaille un peu, beaucoup, on n'a pas trop de temps. Bon, je sais qu'avec le portable, même si ici à la maison, bon, ici au voyage, je sais que ça va beaucoup m'aider. Il y a déjà une base. Ce qui vient d'arriver encore va beaucoup m'aider à évoluer, à perfectionner ce qu'il fait déjà. Le projet d'alphabétisation numérique a pour but d'alphabétiser les personnes vulnérables à travers une approche combinant cours et exercices via le téléphone portable. Il va être adapté au contexte de la cible et aux défis spécifiques de ces apprenants. Très très belle initiative, hein. J'aime bien ça, j'aime bien, c'est très important, c'est intéressant. Hein. Et surtout utiliser les moyens prisés en ce moment pour permettre à ceux qui en ont besoin d'apprendre des choses, c'est vraiment intéressant. Et ce qui me plaît dedans, c'est utiliser le téléphone portable à bon escient, pas comme certains qui l'utilisent à 95% pour prendre des photos. Suivez mon regard. Ouais, le regard. Ouais, oui, on le suit. Ouais. Par contre, le regard, là, il est tout droit sur l'utilisation bonne et sans faute de la langue. Parlons français, chronique de l'émission, donc avec notre spécialiste, Madame Inao Zapé-Rachel, dans ce magnifique boubou, certainement pour faire un clin d'œil hein, au début du jeûne. On a tout compris. Les expressions, aujourd'hui, on a effacé le tableau. Elle n'a pas été longue à faire ce travail, d'ores et déjà, il y en a qui disent d'ores et déjà, déménager, emménager. Ce fromage est davantage bon. Et puis, j'aimerais compléter innovation et rénovation. On va vraiment décortiquer toutes ces expressions-là. Restez à Matin Bonheur. C'est juste après ça. Ah oui, j'ai fait un lancement dangereux alors qu'il n'y a pas de jingle. C'est pas grave. Juste après, Nessie qui va annoncer. Bien sûr. Allez, effacez le tableau. Effacer le tableau, cette expression, le regard est jeté aujourd'hui dans les classes. Célico. Avec les collègues enseignants. Vous connaissez Célico? Oui. Effacer le tableau, oui. c'est... Voilà. Attention, cette expression, elle est maladroite. Effacer, qu'est-ce que cela sous-entend? Effacer, c'est faire disparaître. Effectivement. Donc, ne plus laisser de traces. Alors, quand on demande d'effacer le tableau, cela sous-entend qu'on cherche à faire disparaître le tableau. Ah ouais. Donc, on va faire attention pour ne pas que tous les tableaux disparaissent dans les salles de classe. Et surtout quand c'est l'instituteur qui dit « Ah, go, va effacer le tableau. Oui. » Mais bon, franchement... c'est une expression Cédric qui est très utilisée. Va effacer le tableau. Non, attention, Cédric n'efface pas le tableau. Si Cédric répond à l'instituteur pour lui dire « Non, monsieur, je ne peux pas effacer le tableau ne va pas disparaître. » On va lui coller une convocation des parents. On va dire qu'il est impoli. Alors qu'il a raison, en fait. Donc, en lieu et place d'effacer le tableau, c'est nettoyer le tableau, voilà. L'essuyer ou l'épousseter. Nettoyer, essuyer, on note, hein, épousseter. Donc, on n'efface pas le tableau. On risque de le faire disparaître. Ça s'écrit comment épousseter, s'il vous plaît? Épousseter, comme vous l'entendez, le premier E avec un accent aigu. Ensuite, O, U, 2 S, E, T, E, R, quand il est à l'infinitif. Épousseter. D'accord. En même temps, il ne faut pas être mal poli. Et si l'enseignant vous demande d'aller effacer le tableau, vous lui dites « D'accord, monsieur, je vais nettoyer le tableau. » Simplement. Je vais l'épousseter. Oui, je vais l'épousseter ou bien je vais l'essuyer. D'accord. La suite, Marco, avec « Elle n'a pas été longue à faire ce travail ». Elle n'a pas été longue à faire ce travail. Dans cette phrase, la maladresse se trouve au niveau de longue. L'adjectif longue, ici, n'est pas dans son contexte. Quand on pense cette phrase, nous nous adressons à une femme ou à une fille qui est habilitée, bien sûr, à faire ce travail. Elle n'a pas été longue, donne l'impression qu'on chosifie cette femme. Parce que longue ou long est utilisé pour les choses. Donc dire qu'elle n'a pas été longue, c'est la chosifier. Elle n'a pas mis longtemps à faire ce travail. Mais pas, elle n'a pas été longue. C'est comme l'adjectif court. Quand vous dites à un individu qu'il est court, c'est une insulte. Il n'est pas court, il est petit de taille, mais pas court, parce que court, c'est pour les choses. Donc, il faut faire très attention. Attention. Qu'est-ce qu'on dit? D'ores et déjà. D'ores et déjà. D'ores et déjà. Ce que je voudrais que nos téléspectateurs retiennent avec cette expression d'ores et déjà, c'est qu'elle sous-entend désormais. Donc, il ne faudrait pas lui donner une autre connotation. C'est-à-dire? Désormais, je sais que tu feras partie, par exemple, de nos fidèles.
Donc, d'ores et déjà, par ton attitude d'accepter de venir tous les jours au culte, nous sommes certains que tu feras partie de nos fidèles. Et de ne pas lui donner la connotation de « ainsi ». J'ai déjà entendu quelqu'un dire « d'ores et déjà, à partir de désormais ». Ça, c'est grave. Ça fait trois d'ores et déjà, à partir de désormais. Alors que le d'ores et déjà, c'est désormais. Et à partir aussi, il y a un peu de désormais dedans. À partir de maintenant. À partir de désormais. Enfin, déménager, emménager. Déménager, emménager. Cette expression, elle a été prise parce que j'ai ouï dire comme ça. Un monsieur qui dit à son ami le trouve sur sa terrasse, ben, à quel moment es-tu arrivé? J'ai déménagé hier. Il est dans la nouvelle maison et il répond à son ami, j'ai déménagé hier. Non, je vous en prie, vous n'avez pas déménagé hier. Vous avez emménagé. Déménager, c'est quitter un endroit pour aller à un autre endroit. Et lorsque vous êtes à cet endroit X, en ce moment, vous venez d'emménager. Et à ce niveau, il faut faire très attention entre emménager et aménager. Parce qu'on a... Il dit qu'il a déménagé hier. Donc peut-être qu'il parle au passé du mouvement de quitter d'une maison à une autre. Non, il est assis. Tu es arrivé ici quand? J'ai déménagé hier. D'accord. J'ai emménagé hier, à la réponse à cette question. Non, mais le mouvement de quitter la maison A à la maison B, c'est passé hier. Le mouvement, c'est le déménagement. Là, je suis d'accord avec vous. Voilà. Maintenant, s'il veut stipuler qu'il vient d'arriver dans la maison, il a emménagé. Maintenant, il faut faire attention avec aménager, parce que nous avons emménagé avec E et 2 M, et aménager avec A, 1 M. Aménager, c'est arranger, mettre en état soit un magasin ou un lieu afin de pouvoir l'utiliser. Ma sœur a aménagé ce magasin dans l'optique d'en faire un magasin de vêtements, par exemple. Ça, c'est aménager. Maintenant, emménager, c'est un déménagement où on se déplace avec son mobilier pour aller s'installer dans un autre endroit. Voilà. Et ce fromage est davantage bon? Ce fromage est davantage bon. Davantage collé, en un mot? Oui. Qui veut dire plus. C'est un adverbe ici qui est invariable. Je crois que nous en avons parlé le mercredi dernier. Donc ici, dans l'expression, ce qui dérange, c'est davantage, associé à bon. Davantage sous-entend plus. Bon, c'est ce qui est plus excellent. Donc ici, les associés, ce n'est pas commode. Lorsque vous voulez montrer que quelque chose est au-dessus du bon, il est préférable d'utiliser meilleur ou mieux, simplement, ou supérieur. Donc ce fromage-là, il n'est pas davantage bon, mais il est plutôt meilleur. Ou encore, il est mieux, ou il est supérieur en parlant de la qualité. D'accord. Et là, moi, j'ai ajouté innovation et rénovation. Innover, c'est prendre une nouvelle initiative. Donc faire une nouvelle création. J'ai innové dans cette maison. Voilà. Il a innové à son service, c'est-à-dire qu'il a pris de nouvelles décisions, il a mis en place de nouvelles techniques de travail. Ça, c'est une innovation. La rénovation. La rénovation, c'est refaire quelque chose, remettre en état. Donc, on a une maison qui n'est pas en état, on cherche à la rénover, donc à la rendre, comme on le dit communément, nickel. D'accord. Donc, on peut rénover le studio? Oui. Le réaménager. Réaménager. Et innover dans le studio? Innover. Par exemple, quelqu'un qui vient dire, waouh, ils ont innové dans ce studio. Vous avez innové dans votre studio, par exemple. On arrivait, il n'y a pas de tableau. Il n'y avait pas de tableau. Il n'y avait pas de décoration. Vous innovez en y ajoutant une touche d'esthétique. D'accord. Ah, c'est clair, c'est clair. Bientôt, on va faire les révisions. Hein. On approche la fin de la saison, on va faire les révisions avec notre tableau qu'on réclame à corps et à cri, le tableau. Oui, je voudrais ce matin, parlant des révisions, que nous revenions un peu sur l'utilisation du participe présent et du gérondif. D'accord. Nessie et moi, notre bête. Que les élèves et même les adultes confondent. Quand je dis par exemple à Marco, en mangeant, je suis à quel temps ou à quel mood? Au participe présent? Waouh! La grosse erreur est faite par Marco ce matin. En mangeant, ce n'est pas le participe présent. Mais à Maxima culpa. Oui. Voilà. Nous sommes dans un autre mode qui est le gérondif. Le gérondif. Oui. Cet homme dort en ronflant. Ça, c'est le gérondif.
Le gérondif permet de montrer deux actions, des actions simultanées. Ah oui, c'est vrai. Des actions simultanées. Et si vous remarquez, il se fait toujours accompagner par le « en ». Cette dame parle en chantant. Voilà, ça c'est le gérondif. Et marche, pardon, cette dame marche en chantant. Nous avons le gérondif. Le gérondif. Quand on passe au participe présent, ce projet prenant forme pourra avoir l'adhésion du peuple d'ici quelques années. Nous sommes là au participe présent. Une action présente qui dure, qui est continuelle. Donc, il faut faire très attention entre ces deux modes qui sont très différents. Quand vous prenez en mangeant, en parlant, en dormant, vous n'êtes pas au participe présent. Il faudrait que nos élèves fassent très attention pour ne pas faire cette confusion. La dictée de fin d'année avec Mme Inao Zappé Rachel, c'est bientôt sur Matin Bonheur en direct. Avec tous ceux qui sont dans le studio, on va fermer les portes. Il y aura un gros zoom sur la feuille de Marco. Pour que personne ne puisse fuir, on va faire un gros zoom. Et même à la réalisation, tout ça, parce que ce jour-là, c'est le son seulement. Et puis, on va faire la dictée et on va corriger ça en direct. Qui va filmer, Marco? Non, les caméras seront braquées sur la les dictée. différentes copies? Non, sur le test original. Oui. Et après, bon, on va voir. Et il y aura un gros plan sur la feuille de la rédactrice en chef aussi. Parce que c'est sa feuille qu'on va regarder plus, c'est la chef. Quel sera le premier prix, Marco? Le premier prix, c'est un grand dictionnaire, vraiment. Un grand dictionnaire technique. Hein, genre smartphone, tout ça. C'est ça le premier prix. Alors, autre chose Bien, je crois que j'ai dû, pour nos téléspectateurs, leur ressortir une petite liste de faux amis. Parce qu'on a des expressions qui, par moments, doivent être utilisées au féminin, qu'on se retrouve en train d'utiliser au masculin. Il faudrait qu'on fasse la différence entre certaines expressions. Je crois qu'on en a fait parler sur ce plateau avec deux expressions qui créent des grincements de dents avec tout ce que nous avons comme message. On a parlé de en-tête et épithète. Il faudrait que nos téléspectateurs retiennent. En parlant de en-tête, ce mot, il n'est pas féminin. On dira un en-tête, mais pas une en-tête, je vous en prie. C'est un en-tête. En parlant de l'épithète, c'est une épithète. Et donc, des mots qu'on a tendance à employer avec des déterminants qui ne leur conviennent pas, ces mots-là sont appelés des faux amis. Donc, je vais vous donner quelques faux amis. Vous avez, par exemple, des mots qu'on a pour habitude d'employer. On prend, par exemple, l'ovule, qu'on a l'habitude d'employer avec un article et l'idée. On ne peut pas faire la différence entre le féminin et le masculin. L'ovule, ici, c'est un ovule. Ensuite, le deuxième mot que j'ai pu repérer pour nos téléspectateurs, l'hyménée. L'hyménée qui est synonyme de l'hymen. L'hyménée, c'est au masculin, un hyménée. Ensuite, nous avons tubercule. Tubercule, qui est communément employé, c'est un mot masculin. Donc, un tubercule. Il y en a beaucoup. Ah bon? On va passer au fait. C'est un tubercule. Un tubercule. Et pour revenir à Marco, je crois sur le plateau, vous m'avez posé une fois une question. L'orthographe. De tubercule? Non, non, l'orthographe. Le mot orthographe. Vous avez même demandé si c'était une ou un, avec hésitation. Voilà, c'est une orthographe. Une orthographe. Une orthographe, pas un orthographe. Une orthographe. Et ça, ces mots-là sont appelés des faux amis. Donc, c'est une orthographe. Et je pars avec d'autres mots féminins. On a acné. L'acné, c'est une acné. Une acné. Une acné. Une acné. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'éclairer nos pâles lanternes ce matin. Merci infiniment d'être avec nous à Matin Bonheur. Nous allons basculer dans une autre sphère de cette émission avec, bien sûr, Hamza Diaby qui va nous proposer donc les principales articulations de l'information. Mais avant, on aura la météo qui s'annonce un peu pluvieuse. À tout à l'heure. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, on observera un temps progressivement nuageux avec des possibilités de pluie localisées sur le littoral et dans le sud forestier. Ailleurs, on aura une alternance nuages et soleil.
Les températures pour la matinée, on notera 25 degrés comme maximal à Abidjan, à Diaki ainsi qu'à Bondoukou, 24 degrés à Boaké, 25 degrés à Daloa comme à Dimbokro, 24 degrés dans la ville de Gagnoa, 25 degrés à Korogo, 23 degrés, ça sera la minimale à Mans, 25 degrés à Odiéné, à San Pedro, à Sassandra, à Tabou, il fera 24 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, l'instabilité en mer entraînera des passages nuageux denses accompagnés parfois de pluie sur les régions du littoral et celles du sud forestier. À l'ouest, on pourrait avoir des risques d'orages isolés. Ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Les températures pour l'après-midi, on notera 31 degrés à Abidjan comme à Diaké, 33 degrés à Bondoukou, à Boaké et à Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 33 degrés dans le Go à Gagnoa, 34 degrés à Korogo, 31 degrés à Mans, 35 degrés à Odiéné. Il fera 30 degrés, ça sera la minimale à San Pedro, Sassandra, Tabou. Enfin, il fera 34 degrés sur le district de Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30 que nous ouvrons, que nous commençons donc par le début du Ramadan, le mois de Ramadan annoncé par le Conseil supérieur des imams ici en Côte d'Ivoire, le Conseil des imams qui annonce donc le début du mois de Ramadan pour ce mercredi 16 mai 2018. Je vous propose d'écouter le représentant du COSIM, ce Sekou Sila, qui annonce ici le début du Ramadan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites, CODIS, informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan 2018 a été observé à Ténimba, à 20 km de la ville de Bondoukou, par l'imam Ali Ouattara ainsi qu'un nombre important de fidèles. Par conséquent, le jeûne du mois de Ramadan 2018 en Côte d'Ivoire commencera, Inch'Allah, ce mercredi 16 mai 2018. Bon Ramadan à toutes et à tous. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Niye kibaraye kabanya limami tomba fla yoro Côte d'Ivoire COSIM ani CODIS. Ko ka silama bɛɛ lajɛlen lalɔniya k'a fɔ sunkalo kalo yeli sabatila Ceniba. Limamu Ali Ouattara bolo ani silama caman ko ladon. N'Ala sɔnna ma sini araba n'ole bɛ bɛn mɛn kalo tile 16 ma 2018 la ole bɛna bɛn sunkalo daminɛ ma. Limamu b'a ɲinina Ala fɛ ka kalo ni bato nɔgɔya ma Ala m'o kɛla k'an bɛn an se ma Ala m'o kɛla. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était au Mali depuis dimanche pour prendre part à la rencontre sur le projet de création d'une zone économique spéciale Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso. Ce projet vise à coordonner et renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. Amadou Gon Coulibaly a procédé lundi avec ses homologues maliens et burkinabés à la signature de la déclaration de création de cette zone SKBO. Adama Kone, notre envoyé spécial à Sikasso.
Si les régions de Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso partagent une communauté de peuples, le bassin Sénoufo, elles veulent aujourd'hui écrire une autre page de leur histoire, la page économique. Les premières lignes de cette nouvelle page ont été écrites ce lundi à Sikasso par la création de la zone économique spéciale. L'enjeu pour nous est de construire, sur la base de cet environnement géographique partagé, et de cette homogénéité culturelle, un espace de croissance partagée, de développement inclusif et d'une résilience. En signant la déclaration d'engagement de Sikasso, les 3 premiers ministres ont une vision nette de l'objectif à atteindre. Il s'agit alors pour nous, sur la base des avantages comparatifs de ces 3 régions, de mutualiser nos moyens afin de desserrer les contraintes à l'investissement, permettant ainsi de développer les nombreuses potentialités dont elle regorge. La zone économique spéciale offrira aux investisseurs les infrastructures de soutien nécessaires à la production, l'énergie, les routes, les services, des incitations y compris fiscales. Il s'agit de faire de la zone un espace d'opportunités d'affaires, entre autres dans l'agro-industrie, le transport avec les 3 aéroports dans ces villes et le commerce. Le triangle Sikasso-Korogo-Bobo-Dioulasso bénéficie déjà de l'attention des organismes d'intégration. Sous la haute direction du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Michel Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire entend s'investir davantage dans la coopération sud-sud, dans l'intégration régionale et plus particulièrement dans une coopération avec ses voisins immédiats. À cet égard, le Mali et le Burkina constituent des partenaires privilégiés de premier plan en raison des liens historiques et séculaires que nous entretenons. Cet espace commun regorge d'importantes potentialités pour le développement économique et social de nos pays. Il a été identifié dans ce sens comme zone d'intervention par la CEDEAO dans le cadre du programme régional d'appui à la coopération transfrontalière. Il a également été retenu par l'UEMOA dans le cadre de la mise en œuvre des projets prioritaires des schémas d'aménagement transfrontalier intégrés. Les investissements prévus au titre du SATI Sikobo sont évalués à environ 44 milliards de francs CFA en réponse aux défis du développement durable, des migrations et de l'emploi des jeunes. Un comité tripartite a été mis en place. Son rôle, donner l'impulsion opérationnelle par l'identification des projets, la détermination de leurs coûts et le plan de réalisation. Riche d'une quinzaine d'entreprises, une mission commerciale autrichienne séjourne actuellement en Côte d'Ivoire. Ces hommes d'affaires sont en quête de nouveaux débouchés dans divers secteurs d'activité, notamment technologiques. Mais devant le gouverneur d'Abidjan qui les a reçus, ils se sont montrés très intéressés par le chantier de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2021 en Côte d'Ivoire. Robert Begremambé a néanmoins présenté de nouvelles niches d'investissement dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des routes. Le reportage est signé Lansine Bakayoko. On connaît l'Autriche pour son expertise en matière de textile, notamment dans la fabrication de beaux basins brodés. Mais au district d'Abidjan, où la mission commerciale a été reçue, les 15 entreprises en prospection ont montré un intérêt vif pour la construction des infrastructures sportives liées à la Coupe d'Afrique, prévue en 2021 en Côte d'Ivoire. Nous avons amené plusieurs entreprises qui vont chercher des partenaires, des possibilités à contribuer à le développement, la préparation de ce grand événement en 2021. Mais l'expertise autrichienne étant mondialement reconnue dans d'autres domaines, comme la transformation agroalimentaire, l'aménagement urbain et les infrastructures socio-économiques, le gouverneur Begremambé a invité ses hommes d'affaires à explorer ces champs. Et nous serons très heureux de collaborer avec ces entreprises parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en Côte d'Ivoire et des opportunités sont nombreuses. Au plan commercial, la coopération entre Abidjan et Vienne reste à un niveau relativement faible et peu diversifié. De l'Autriche, la Côte d'Ivoire importe principalement du textile, des boissons et liquides alcooliques ainsi que du vinaigre. Quant aux exportations vers ce pays de l'Union européenne,
Elle se compose majoritairement de produits agricoles comme le café, le cacao, la noix de cajou, l'huile de palme et le melon. Tout cela pour moins de 20 milliards de francs CFA. Reportage signé Lanciné Bakayoko. Parti le samedi dernier, samedi 12 mai 2018, la délégation ivoirienne du vol inaugural Abidjan-New York est de retour à Abidjan. Un retour qui va permettre le deuxième départ à destination de New York. New York précisément en vol direct. Une confirmation de ce programme du gouvernement pour faciliter le transport de la diaspora ivoirienne vivant aux États-Unis et des opérateurs économiques, mais également des touristes. Le reportage de Mamadou Kouassi vous sera proposé en intégralité dans l'un de nos prochains journaux. Et puis, pour terminer ce journal, l'actualité internationale. Première destination, le Sénégal. Au Sénégal, où un étudiant a été tué hier mardi 15 mai à Saint-Louis lors d'une manifestation qui a dégénéré. Les étudiants réclamaient le versement de leur bourse. La mort de ce jeune garçon a provoqué la colère au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et toute l'après-midi, les affrontements violents se sont enchaînés entre les élèves et les forces de l'ordre. Et puis, le régime nord-coréen a annulé au dernier moment une rencontre de haut niveau prévue ce mercredi matin entre des vice-ministres du Sud et du Nord. Le régime proteste contre la tenue d'exercices militaires conjoints entre Américains et Sud-Coréens, mais aussi contre de récentes déclarations de l'administration Trump. La rencontre du 12 juin pourrait donc être compromise. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup, Hamza. Merci. Excellente journée. Merci, Marcel. Allez, Hamza Diaby part, celui qui vient à sa suite. Ce n'est personne d'autre que notre chroniqueur Cédric Lombardo, avec qui on parlera d'écologie. On parlera d'écologie, mais spécifiquement de pollution des airs, des villes, et de la pluie. Alors, début mai, l'Organisation mondiale de la santé a encore tiré la sonnette d'alarme sur la pollution des airs. Leur dernier rapport est sans appel. Cette pollution a coûté la vie à près de 7 millions de personnes en 2017, pour la plupart dans les pays en développement, Marco. Ce mal est bien connu, mesdames et messieurs, ce mal est bien connu des Ivoiriens, surtout ceux habitant dans les villes. Quelle est la situation au niveau mondial et surtout, quelle est la situation chez nous, en Côte d'Ivoire? Quelles solutions pourrons-nous mettre en œuvre? La pollution de l'air, dangers et solutions, c'est le thème de notre rubrique écologie ce matin, juste après ceci. Cédric Lombardo, bonjour. Bonjour Marcelin, bonjour. Doit-on tirer sur la sonnette d'alarme? Va-t-on tirer sur la d'alarme? Déjà, il y a une première sonnette d'alarme à tirer, c'est celle qu'on a vue la semaine dernière. Avant même de parler de la pollution atmosphérique, il faut qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière avec les pluies diluviennes que nous avons eues sur Abidjan. Et puis, on a voulu innover un petit peu la chronique. On a essayé de faire un nouveau style avec une revue de presse. Donc, le premier article de presse qu'on va vous proposer pour aujourd'hui nous vient donc de Jeune Afrique. C'est le bilan des dernières pluies qu'on vient d'avoir. 2 morts déjà après les pluies diluviennes sur Abidjan. Alors, naturellement, le ministre ivoirien de la Sécurité nous fait une alerte en disant attention aux populations qui sont installées dans les zones inondables, dans les bassins d'orage et dans les flancs de collines. Et on sait malheureusement, on a l'expérience maintenant des conséquences des pluies diluviennes à Abidjan, mais aussi en Côte d'Ivoire. Vous voyez qu'en 2017, elles ont coûté la vie à au moins 15 personnes. En 2016, on a eu 16 personnes décédées et on en a eu 39 en 2014. Donc les pluies arrivent, c'est une chose qu'il faut traiter avec beaucoup de précautions. Alors, quelles sont les causes de ces inondations et puis que peut-on faire pour réduire les risques? Les causes, malheureusement, elles sont nombreuses. Déjà, la première chose, c'est qu'on a une urbanisation depuis, malheureusement, plusieurs années qui est devenue un petit peu anarchique. Anarchique à la fois de la part de certaines installations que l'on voit parfois les mairies laisser se mettre en place sur le territoire. On a des bâtiments qui sont en plein sur des anciens lits de rivières. Et naturellement, quand les pluies arrivent, les rivières vont rentrer dans ces bâtiments. On a aussi, malheureusement, des habitats qui sont précaires de la part des populations. Quand on s'en va vers Adjamé, on voit des habitats qui sont carrément à flanc de colline et dès que les eaux vont ruisseler, malheureusement les maisons vont partir avec. On a aussi d'autres comportements des populations qui sont
pas pratique pour l'urbanisation. Quand on commence à voir les caniveaux qui servent à l'écoulement des eaux de pluie qui sont bouchés, eh bien à ce moment-là, naturellement, puisque les eaux ne peuvent plus circuler dans les voies d'évacuation, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont monter à la surface. Donc c'est vraiment, on a besoin à la fois que du côté politique, les collectivités territoriales, mais aussi le ministère de la Construction, et à la fois du côté des populations, on ait un comportement et une précaution, une prévention qui soit plus importante, de telle sorte qu'on n'assiste plus malheureusement à ces décès que l'on peut éviter. Alors on parle aujourd'hui de pollution de l'air. Ben oui. L'Organisation mondiale de la santé vient de publier un rapport sur la question. Quel est le bilan? Le bilan, c'est le deuxième article de presse qu'on voit aujourd'hui. On est passé maintenant pratiquement à 7 millions de décès par an dans le monde. Donc on se rend compte que 9 personnes sur 10 respirent un air pollué dans le monde. 9 personnes sur 10. Donc hallucinant. C'est hallucinant, absolument. La pollution de l'air a entraîné pratiquement le décès de 7 millions de personnes pour l'année 2017. On est passé de 6,5 millions dans les derniers rapports à 7 millions. Donc ça augmente de plus en plus. On se rend compte que 90% des décès interviennent dans des pays à revenus intermédiaires ou des pays en développement, c'est-à-dire chez nous. Et donc c'est quelque chose, vous verrez tout à l'heure, on a un autre article de presse qu'on vous a préparé, quelque chose qui devient véritablement préoccupant. Ce qui fait que si on regarde bien, aujourd'hui la pollution de l'air est la principale cause de décès devant le sida, la tuberculose, etc. Donc avec 5,4 millions de morts, c'est ça, le sida, la tuberculose, le diabète et les accidents de la route font moins de dégâts que la pollution de l'air à elle toute seule. Et l'article suivant qu'on vous a préparé, c'était celui donc pour une étude qui a été lancée sur la Côte d'Ivoire. Donc, vous avez un projet d'étude sur les particules fines, donc la pollution atmosphérique que nous avons en Afrique de l'Ouest qui a été lancé. On était en 2016 quand ce projet de recherche scientifique a été lancé. On a déjà des premiers résultats qui sont apparus dans la presse en août 2017. Donc, le rapport de l'OMS, c'était la semaine dernière. Là, on a quand même un bilan qui date de pratiquement un an et les travaux se poursuivent. Ce que l'on regarde au niveau donc, du CHU de Cocody, le professeur Bernard Coffin-Goran qui nous dit dans les années 90, on avait pratiquement 2% des malades hospitalisés qui étaient atteints de cancer, de poumons ou autres maladies respiratoires. Aujourd'hui, on en a pratiquement arrivé à 10%. Le tabac, bien sûr, fait partie des causes, mais aussi la pollution de l'air. Alors, on peut dire que naturellement, la population augmente, on a de meilleurs moyens de dépistage, mais quand même, on a une augmentation qui est tellement importante que la pollution va forcément jouer son rôle. C'est mal déjà pour ceux qui font le sport en pleine rue, franchement, ça craint. Parce que oui, on fait du sport pour avoir la santé, là on va faire du sport pour avoir des problèmes aux poumons. Faire du sport de manière saine à Abidjan, ça va se passer entre 4 h du matin et 5 h du matin. Absolument. Quand il n'y a rien sur les routes. À partir de là, la vie commence son cours et malheureusement avec la vie, la pollution et principalement la pollution des routes. Donc justement, il y a aussi dans ce projet de recherche qui est mené à la fois avec le CNRS en France mais aussi avec l'Université de Cocody, le professeur Véronique Yoboué déjà en 2017 nous disait attention, en Côte d'Ivoire, la quantité de dioxyde d'azote et de dioxyde de soufre, qui sont quand même des polluants assez nocifs pour la santé, sont au-dessus des normes de l'Organisation mondiale de la santé. Et les deux principales zones touchées en Côte d'Ivoire sont naturellement les zones industrielles de Yopougon et celle de Vridi, puisque nous avons une grosse activité industrielle dans cet endroit-là. Et en termes de pronostic, la dernière annonce, c'était donc Catherine Lius, qui est chercheuse au CNRS, et qui nous dit si aucune mesure n'est prise, d'ici 2030, dans 10 ans, les émissions du continent africain seront supérieures à celles de la Chine. Et quand on regarde l'état de la situation que nous avons en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle, à Abidjan, ce serait pratiquement 3 fois supérieur à ce qui se passe déjà à l'heure actuelle. Quelles sont les principales sources de pollution? Alors, les principales sources de pollution que nous avons, alors il y en a une l'article de presse malheureusement nous le montre très bien. La principale source de pollution que nous avons, ce sont les véhicules. Ces vieux véhicules que vous voyez dégager une énorme fumée de la part des pots d'échappement. Et là, on a envie de dire, parce que très souvent ce sont des véhicules de transport, mais écoutez, ce sont des véhicules qui vous permettent de gagner de l'argent. Faites au moins à minima la maintenance qui est nécessaire. Un véhicule qui consomme de l'huile, un véhicule qui fume, le moteur est en mauvaise santé, réparez-le. Ne nous tuez pas, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et puis, quand on sait aussi que les véhicules ont cette forme de responsabilité, moi je pense toujours à 2 personnes quand je suis sur la route à Abidjan. Déjà, les policiers qui arrêtent les véhicules polluants et qui les laissent repartir sont suicidaires. Je m'excuse du terme, ils voient le mal qui est là, ils sont dans ces rues, ils sont agents de la police de la circulation, ils respirent cet air pollué et malgré tout, ils laissent partir le véhicule polluant. Et puis on a aussi malheureusement les dames qui nous font l'entretien des routes et on les voit chaque matin balayer avec un petit fichu. Ces personnes aussi sont malheureusement exposées. Mais Cédric, la lutte contre la pollution, c'est un budget. La lutte contre la pollution, c'est un budget. Mais il y a quand même 2 choses que l'on peut faire. C'est un budget de la part des individus qui ont leur propre véhicule.
Mais quand on est une entreprise de commerce, qu'on loue un taxi, qu'on loue un baka, qu'on loue un woro-woro, on gagne de l'argent en faisant son métier, faisons-le sans faire de mal aux autres, entretenons notre propre véhicule. C'est un dialogue entre le conducteur et le propriétaire du véhicule. Et puis de l'autre côté aussi, il n'y a pas que les véhicules qui sont polluants. Si on parle de la zone industrielle de Vridi ou de Yopougon, c'est que nous avons des industries qui peuvent être polluantes. Alors on a des champions, on a Cyprel par exemple à Vridi qui a d'excellentes performances en termes de contrôle des émissions des turbines de gaz. La même chose pour Azito, la même chose je suppose pour Agreco que je ne connais pas, mais j'imagine quand même l'exigence qu'on peut avoir de ce côté-là. Mais nous avons aussi d'autres usines qui n'appliquent pas des normes très très élevées et donc qui se disent plutôt que d'investir dans des systèmes anti-pollution à l'émission de mes cheminées, j'essaie de gagner un petit peu plus d'argent et je ne fais pas cet effort-là. Donc il y a des normes industrielles qu'il faut respecter. Vous avez Codinorm en Côte d'Ivoire par exemple qui propose un certain nombre de normes industrielles. Certes, comme toujours, c'est magnifique, respectons-les, appliquons-les. Ça, c'était pour les causes de pollution. On a également les ordures quand on brûle à l'aile. On a aussi ces comportements, les pneus, les plastiques, ce sont encore des choses en plus, vous avez 1000 fois raison, qui vont participer. Mais ça reste hélas anecdotique, même si c'est grave, par rapport à ce qu'on observe sur le monde de l'industrie et sur le monde de l'automobile. Il faut une réelle police de la pollution. Il faut une police de la pollution, absolument. On le voyait tout à l'heure, on a une police de la circulation, donc à elle d'appliquer son métier. On a aussi une police de la pollution, puisque en Côte d'Ivoire, vous avez le CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution, et avec des audits environnementaux qui sont mis en place chaque année dans les usines. Mais rappelez-vous le Dieselgate, vous avez des grandes entreprises fabricantes de voitures qui avaient trouvé des stratégies pour que lorsque venaient les contrôles, eh bien, techniquement, ils arrivaient à réduire la pollution de leurs véhicules. Et dès que le véhicule sortait de la phase de contrôle, il partait dans les rues, on avait un véhicule qui était encore plus polluant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder qu'il y a des résultats dans la réglementation. Et là, on a voulu vous prendre deux petits exemples de presse. Donc, le prochain article va nous venir, si ma mémoire est bonne, des États-Unis, puisque vous avez 17 États américains qui viennent de porter plainte, on était le 2 mai 2018, contre l'administration Trump. Ça risque d'arriver en Afrique un jour. C'est malheureusement, et vous verrez, c'est un petit peu la suite de cette chronique, on va appeler la régulation, on va appeler un petit peu la responsabilité aussi de nos juges. Ici, qu'est-ce qu'on a? Vous savez que l'administration Trump a décidé de se retirer de toutes les histoires de lutte contre le changement climatique, lutte contre la pollution, et la Californie, qui est quand même l'État le plus peuplé des États-Unis, et le plus riche, a dit nous on n'est pas d'accord, donc qu'est-ce qu'on fait? On attaque l'Agence fédérale de protection de l'environnement, c'est quand même assez incroyable, on attaque l'Agence de protection de l'environnement, c'est comme si nous en Côte d'Ivoire on attaquait l'Agence nationale de l'environnement en disant à partir de maintenant on exige le maintien des normes anti-pollution qui avaient été prises par l'administration Obama, qui ne seront appliquées qu'en 2022. Ces normes anti-pollution ne sont même pas appliquées à l'heure actuelle, ce sont des normes futures. Donc la Californie est partie toute seule en premier faire ce procès entre guillemets à l'agence fédérale, à l'EPA, et finalement on se rend compte qu'au bout du compte, 16 autres États l'ont accompagné, donc vous avez maintenant 17 États qui représentent 140 millions d'habitants et 43% du marché des automobiles aux États-Unis. Donc on a un véritable poids maintenant qui se met en place sur cette thématique-là. Et puis, il y avait aussi un autre exemple que je souhaitais vous prendre, c'était quelque chose qui s'est passé en Inde, puisque là, on va nous dire que c'est encore des choses qui sont dans les pays occidentaux. Allons voir aussi maintenant ce qui peut se passer en Inde. Donc, c'est l'article de presse suivant, qui va apparaître à l'écran dans quelques instants, et qui date de 2015. En 2015, la Cour suprême indienne avait imposé des mesures anti-pollution contre les véhicules. Et donc, notamment, elle s'était attaquée à tous les vieux camions de plus de 10 ans, qui sont extrêmement polluants, pour dire justement maintenant ça suffit. L'Inde et New Delhi était la capitale la plus polluée du monde, ça suffit, on mettra en place ce genre de stratégie pour que justement ça ne soit plus polluant. Et alors que nous ont dit les constructeurs automobiles, c'est quand même eux qui construisent ces véhicules-là, ils ont dit oui, mais il nous faudrait un dispositif beaucoup plus large de remplacement des véhicules anciens. Ce qui les intéresse aussi puisqu'ils construisent des véhicules neufs. Mais ce qu'avait fait la Cour suprême en 2015 en Inde n'avait pas été suffisant, et là c'est le dernier article de presse que nous vous proposons pour aujourd'hui. Eh bien, à un moment, la Cour suprême a carrément décidé d'interdire plus de 800 000 véhicules polluants qui n'étaient même pas encore sur le commerce. Alors, question. Allez-y. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça en Côte d'Ivoire, que la Cour suprême prenne une décision identique? Écoutez, on a un mécanisme qui s'appelle la carence administrative, lutter contre la carence administrative. Ici, si on veut aller devant la Cour suprême, il faudrait carrément aller, j'ai envie de dire, devant la Chambre administrative, dire l'État de Côte d'Ivoire a des réglementations, des dispositions qui sont merveilleuses.
un jour, lisez la Constitution de Côte d'Ivoire, lisez le préambule, droit à un environnement sain, droit à la santé, droit à l'éducation, mais c'est merveilleux. Mais cette Constitution, qui est la loi fondamentale qui gouverne toutes les autres lois de Côte d'Ivoire, il faut l'appliquer. Et si on se rend compte qu'à un moment, on peut avoir un oubli ou une négligence ou une défaillance de la part de l'administration, eh bien, on devrait pouvoir être en droit d'aller mettre en place ce genre de choses, de faire un recours devant la Cour suprême, devant la chambre administrative de la Cour suprême en Côte d'Ivoire, en disant à l'État, des lois existent, de grâce, appliquez-les, parce que là, nous sommes dans des questions de santé publique. De santé publique tout de suite pour les pollutions de l'air, mais aussi de santé publique à très long terme avec nos problématiques de changement climatique. Mais qui peut le faire? Qui peut le faire? Eh bien, c'est une question que je me pose depuis la semaine dernière. Et donc, j'ai demandé à un de mes collaborateurs qui est juriste, essayons de regarder un petit peu comment on peut faire ce genre de choses. Parce que une carence administrative, finalement, n'importe quel citoyen pourrait décider de la mettre en place. Je prends un exemple. C'est du pain béni pour des avocats américains, par exemple. Oui, et en plus, on a des avocats spécialisés dans l'environnement en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, très souvent, ils se tournent vers l'immobilier ou vers le fiscal, parce que l'environnement n'est pas une matière qu'ils arrivent à appliquer. On a des lois, on a l'ANDE, l'Agence nationale de l'environnement en Côte d'Ivoire, on a le SIAPOL, on a aussi la loi de 2003, par exemple, qui transfère les compétences de l'État vers les collectivités territoriales, qui donne à chacun un certain nombre de responsabilités. Être préfet, être maire, être député, être ministre, c'est aussi vouloir diriger notre État. On se rend compte, quand on observe dans les pays étrangers, que lorsqu'un ministre fait des bêtises, récente presse française, eh bien, on n'hésite pas à le condamner et à lui donner de la prison avec sursis. Peut-être qu'il faut en arriver là aujourd'hui, agir avec la Cour suprême, la Chambre administrative de la Cour suprême, pour rappeler qu'être élu, c'est un certain nombre de droits, c'est une vision de long terme qu'il faut avoir, et c'est avant tout protéger les citoyens, et parfois, malheureusement, les protéger contre eux-mêmes. Parce que certains de nos comportements, nous, citoyens ivoiriens, est aussi à l'origine un petit peu de ce que l'on observe. Moi, j'aimerais bien qu'on lance une étude par rapport à la santé de ceux qui habitent, par exemple, dans la zone de Yopougon et Avridi, parce qu'il y a forcément des incidences. Il y a forcément des incidences. Des gens qui se lèvent dans ces zones-là pour aller faire du sport, pas à 4h ou à 5h du matin, mais après, vous imaginez ce qu'on inhale. Vraiment, est-ce qu'on peut... Est-ce que l'environnement, mine de rien, est-ce que ça fait partie de nos prérogatives en Afrique? On entend parler d'environnement pendant les élections, peut-être à 2 voire 5% seulement. Malheureusement, oui, mais c'est aussi quelque chose que les populations subissent. 2 éléments. Vous avez vu que récemment, le gouverneur d'Abidjan, M. Mangré, excusez-moi, j'ai fauté, a pris une décision en disant tous ces camions que l'on voit traverser la ville d'Abidjan qui transportent des sables qui n'ont pas de protection, les sables sont en train de se déplacer sur la rue, les ordures, etc. Donc maintenant, puisque j'ai la charge de nettoyer cette ville, de maintenir sa salubrité avec d'autres administrations en Côte d'Ivoire, à ce moment-là, j'exige maintenant que l'on vienne bâcher ces différents camions. Et là, vous avez la police de la rue, entre guillemets, qui est chargée de surveiller ces éléments-là et de les mettre en place. Oui, mais ça demeure timide, c'est bien, c'est une très bonne initiative, mais il faut une décision globale, un peu plus musclée, coercitive. Où en est-on par rapport au principe, du fameux principe pollueur-payeur? Est-ce que ça fonctionne? Alors, le décret a été pris en 2012, donc ça c'est quelque chose qui est déjà maintenant dans l'architecture légale de Côte d'Ivoire, mais malheureusement, peut-être qu'on n'a pas assez communiqué avec. On a beau approcher certains acteurs, opérateurs économiques, on leur dit mais vous avez ça qui est sur la table, et les personnes vous disent oui mais bon pour l'instant le décret est là, il n'y a pas de communication, il y a certaines choses qui ne sont pas présentes sur le terrain. Nous on considère qu'on est conforme par rapport à un certain nombre de normes, donc on n'effectue pas les choses que l'on doit effectuer. Quel est l'indice de pollution d'Abidjan actuellement? Alors ça je ne saurais pas vous répondre, c'est une bonne question, parce qu'il y a plusieurs formes de pollution que l'on va avoir. Mais je pense que malheureusement, il y a un indice relatif, c'est celui qu'on observe tous les jours, entre guillemets, quand on est dans la ville d'Abidjan et quand on se rend compte de ce qui se passe. Mais tout à l'heure, Marcelin, vous disiez, j'aimerais une étude sur, par exemple, la ville de Yopougon. Et je vais vous donner un résultat qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps en France. C'est le port de Sète, dans la Méditerranée, qui est le plus gros port des hydrocarbures que l'on a en France. Et puis les gens se sont rendus compte, mon Dieu, on a des problèmes de pneumonie chronique, ça s'appelle le BPCO. On se rend compte que dans le même village, on a de plus en plus de personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques. Et pourtant, on a bien une industrie qui respecte des particules fines qui ne dépassent pas les 2,5 microns, excusez-moi. Donc pourquoi ce niveau de maladie? Et puis les gens ont dit, mais en fait, pour une raison très simple,
premièrement, arriver à un tel niveau de maladie dans une région française par rapport à toutes les autres, quelque chose doit nous alerter. On est en train de mesurer un certain nombre de particules polluantes, parce que c'est à leur taille qu'on arrive à les détecter. Mais finalement, quand on dit 2,5 microns, ça veut dire que c'est ce qui arrive à passer, entre guillemets, à travers les poils du nez. Mais il y en a d'autres qui sont encore plus petites. Et celles-là, elles rentrent dans la gorge, elles rentrent dans les poumons, et on ne les suit pas. On n'a pas mis en place d'instruments pour les détecter, et parce qu'on ne les détecte pas, on les a laissés faire ces mots. Et l'une des conséquences de ce qui s'est passé, c'est que justement, il y a eu un procès en carence administrative contre l'autorité administrative de cette région, en disant ça fait des années qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on vous le met sous les yeux, et malgré tout, vous prenez des actes, vous dites des choses, mais le mal n'a toujours pas été réglé. Et ici en Côte d'Ivoire, en attendant que les mesures soient prises, comment se protéger? Se balader avec des masques? Prendre beaucoup de lait? Alors, le lait est un anti-poison, effectivement, mais malheureusement, le lait va agir sur ce qu'on a déjà mis en place. La première des protections, comme vous l'avez dit, c'est celle de ce fameux masque que l'on peut mettre en place. Mais qu'est-ce que ce masque va arrêter comme pollution? Qu'est-ce que ça peut filtrer? Ça fait très peu de choses. Moi, vous savez que je me déplace en moto sur Abidjan. J'ai 2 indicateurs pour vérifier l'état de la pollution. Donc, j'ai mon masque et tout derrière mon casque. Et puis, quand je rentre à Babassam chaque soir, j'en prends mon casque, je le nettoie, et nettoyant, je le nettoie chaque matin, je le nettoie chaque soir, j'ai quelque chose de vraiment très très noir. Après, à une époque, je portais une écharpe justement pour essayer de compléter un petit peu la protection de la respiration. Puis, au bout d'une semaine, l'écharpe blanche était grise. Donc on est vraiment exposé à tout ça. Et le cri d'alerte, c'est, puisque nous avons des agents de la circulation, la police de la circulation, qui sont exposés par cette pollution en permanence, quand ils voient un véhicule polluant passer, ne les laissez pas partir. Il y va de votre vie. Il y va de votre santé et de votre vie. Merci Cédric, même si vous nous faites peur ce matin, c'est la triste réalité. On espère, gageons qu'on ait vraiment des solutions concrètes afin d'atténuer les souffrances des populations. Il y a tellement de maladies, on parle de maladies cardiovasculaires, AVC, tout ça. De plus en plus d'asthmatiques. De plus en plus d'asthmatiques. Et puis, franchement, il faut faire quelque chose. Il faut que la pollution fasse partie intégrante vraiment des campagnes des politiques. Il faut qu'on ait des débats sur l'environnement pendant les élections à quelque niveau que ce soit. Matin Bonheur, c'est ça aussi, le rendez-vous de l'engagement pour que la population puisse bien se sentir. Réalisation, Soro, félicité. Nous basculons maintenant ici dans la dernière ligne droite de cette émission. Effectivement, Marco, notre consultant est bien installé. Monsieur Cissé Yao Jules, président de la Chambre des huissiers. Avec lui, on parlera des huissiers de justice, rôle et mission, mais avant la pub. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. C'est parti pour la caravane des valeurs d'Inor. Du 5 juin au 14 juillet 2018, la caravane sillonnera les villes de Korogo, Ferkessédougou, Bouaké, Yamoussoukro, Abengourou, Abouesso, Daloa, Gagnoa, Diokoué, Mans, San Pedro, Dabou et Abidjan. Au programme, concours culinaire d'Inor, jeux concours, de nombreux lots à gagner. Le vainqueur du concours culinaire de chaque ville sera sélectionné d'office pour la 4e édition du grand concours culinaire des Défi Gourmand d'Inor. Dinor, au cœur de vos repas depuis 3 générations. Maître Cissé est avec nous, Maître Cissé Yao Jules, président de la Chambre des huissiers de justice. Généralement, les huissiers, quand ils viennent, on a tendance à croire qu'ils viennent avec de mauvaises nouvelles. Mais j'espère que vous venez avec de bonnes nouvelles pour nous éclairer ce matin. Je rappelle qu'il y a un peu plus de 400 huissiers, 405, mais de façon active.
de façon active, pardon. Il y a 394 huissiers. Et puis on a 250 clercs, les clercs qui sont officiellement reconnus. On va en parler, mais d'abord c'est quoi? Pourquoi on a tant peur des huissiers de justice, président, maître? C'est parce que je crois que les justiciables, ou bien je dirais que les gens ne connaissent pas vraiment le rôle de l'huissier de justice. Or, l'huissier de justice, je dirais, le juriste de proximité par excellence, il apporte de bonnes nouvelles en réalité. Il apporte de bonnes nouvelles, tant pour la victime que le destinataire, parce qu'effectivement, il va lui donner des informations pour qu'il puisse user ses voies de recours par rapport à une décision qui a été rendue à son préjudice, pour qu'il puisse très rapidement saisir soit son conseil pour pouvoir quand même, parce que ça peut être une décision qui est rendue soit par défaut, et soit il n'était pas là, il faut qu'il soit informé. Donc ici, c'est un agent d'information en fait. D'accord, agent d'information. On va en revenir en long et en large tout au long de cette discussion. Je rappelle que vous avez la possibilité de nous envoyer des questions comme on fait d'habitude via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter de Matin Bonheur. Tout de suite, le film qui va sous-tendre la discussion et on se retrouve juste après. Le métier d'huissier de justice constitue une profession libérale. L'huissier dispose aussi du statut d'officier ministériel et public et a par la même occasion le pouvoir d'authentifier des actes. Une chose bien connue des justiciables. Un huissier de justice. Bon, avant tout, nous sommes tous des humains, voilà. Nous ne sommes pas dans une jungle. Alors l'homme, pour pouvoir vivre cordialement, sont assis et ils ont défini des lois. Et ces lois, sont des principes qui doivent être respectés. Et pour cela, l'huissier de justice, à mon avis, c'est un officier ministériel ou public qui a pour rôle de dresser des actes authentiques. L'huissier de justice, pour moi, c'est un représentant du droit qui s'occupe généralement des litiges. À l'époque, on les appelait les clercs, qui est chargé de saisir les biens d'un certain nombre de personnes qui refusent de suivre le droit. Disons, ils sont les associés des juges lorsque une justice est rendue. Une profession qui n'est pas inconnue des justiciables, mais qui voit aussi l'huissier de justice comme cette personne qui ne sait que déloger et faire des victimes en les dépossédant de leurs biens. Nous, en Côte d'Ivoire, ici, quand on entend parler d'huissier de justice, c'est certainement pour des questions de loyer, pas payé ou pas. Alors il intervient comme ça pour essayer de régler, gérer certaines choses. Pour ne pas trop aller en profondeur. Et l'huissier de justice, il est en même temps conseiller. Il peut être aussi un médiateur. Ce que je peux leur reprocher, et surtout aux clercs d'huissiers qui se font passer pour des huissiers. Ça, je leur reproche ça. Bon, je n'ai pas vécu personnellement, j'ai vu plusieurs personnes vivre ce genre de cas qui ne lisent pas le droit. Un monsieur qui avait son habitat, qui était dans un magasin, un réparateur de télévision, qui avait pris le magasin d'un monsieur qui voulait qu'il quitte le magasin. Non seulement il n'avait pas d'arriéré contre le réparateur, de deux, il a demandé au réparateur de quitter, de céder la maison parce qu'il devait faire un certain nombre de travaux qui étaient faux. Le réparateur refusant de partir parce qu'il n'avait pas eu encore un local puisqu'il avait plein de télévision des hommes dans son magasin. Lorsque le réparateur est allé en voyage, le propriétaire de la maison a pris un huissier de justice. À son absence, ils ont cassé chose. Ils ont cassé le magasin et ils ont mis tous ces effets dehors. Et la pluie en a gâté d'autres et puis il y a eu des vols, tout et tout. L'huissier jouit d'un monopole en matière de signification d'actes de procédure et d'exécution forcée. Mais il a également une mission d'information et de conseil vis-à-vis de ses clients. De retour sur le plateau de Matin Bonheur, il est toujours avec nous, M. Cissé Yao Jules. Dites-nous, à quel moment on doit faire appel à un huissier de justice? Alors, d'abord, je dois pouvoir, avant de commencer dans mes propos, je voudrais dire d'abord merci au gars des Sceaux, ministre de la Justice, qui a bien voulu que je sois sur ce plateau pour parler de notre profession. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un huissier de justice? Alors, depuis les officiels, les exécuteurs
du droit romain du bas empire, la justice a toujours eu besoin d'auxiliaires de confiance, susceptibles tant d'informer les magistrats qui se comportent, qui se matérialisent par les assignations, c'est-à-dire faire comparaître les parties devant les juridictions, donc en amont et agir en amont, et pendant, c'est-à-dire le service des audiences sous l'autorité du président du tribunal, et en aval, exécuter leurs décisions de justice. Donc l'huissier de justice, qui est un juriste de proximité par excellence, auxiliaire de justice, c'est-à-dire homme de loi qui participe à la bonne administration de la justice en aidant le juge tel que, pour rendre les décisions, tel que le greffier et l'huissier de justice ou les parties, l'avocat. Et je dirais qu'il est garant de l'état des droits parce que quand nous regardons bien la Constitution, les décisions sont rendues au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Et les décisions sont exécutées au vu de la Constitution par le chef de l'État. Mais il va mandater. Donc l'huissier de justice, qui est officier ministériel, c'est-à-dire celui à qui l'État confie une parcelle de son autorité, des prérogatives, une parcelle des prérogatives de la puissance publique. Donc, qui va se matérialiser par du fait que le chef de l'État va lui déléguer une parcelle de ses pouvoirs, puisque c'est le chef de l'État qui exécute les décisions de justice. Mais lorsque vous prenez la formule exécutoire qui vous dit, au nom du peuple de Côte d'Ivoire, le président de la République ordonne à tout huissier de justice, au procureur général, au procureur de la République, d'y tenir la main, à tout commandant officier de la force publique de prêter la main forte. C'est-à-dire, le chef de l'État mandate l'huissier de justice, qui est le mandataire du chef de l'État pour exécuter les décisions de justice au nom du peuple rendues par les magistrats, mais en même temps les magistrats du ministère public, puisque le chef de l'État est chef suprême de la magistrature, ils vont tenir main lorsque la décision est susceptible de troubler l'ordre public. Donc, effectivement, le même qui vous est mandaté va vous demander non, attention, stoppez, arrêtez, parce que la décision que nous avions même rendue risque de créer un problème sur le terrain. C'est pourquoi les procureurs généraux, les procureurs doivent tenir la main. Mais en même temps, ils doivent briser la résistance lorsqu'il y a une résistance farouche à l'exécution de la justice, puisque force reste à la loi. Une décision, il ne suffit pas de rendre une décision, il faut qu'elle soit effectivement exécutée. Et je dirais, un justiciable a effectivement gagné son procès lorsque la décision a été effectivement exécutée. Et c'est pourquoi les décisions rendues par les magistrats, c'est l'huissier qui va matérialiser effectivement la décision rendue par le juge. Exemple, récemment, quand les déguerpissements de la société, il y avait un huissier? Je veux dire, dans ce genre de cas-là, par exemple, quand il y a déguerpissement, quand il y a... Non, ça dépend. Il y a des décisions où on demande à l'huissier de justice, quand vous prenez le code de procédure civile et administrative, il y a des décisions qui peuvent être rendues où on demande soit au maire ou bien au ministre de la Construction de procéder à telle exécution. Pas forcément l'huissier de justice. Mais... Ça ne vous choque pas, ça? Non, parce que c'est prévu par la loi, sauf si c'est une décision administrative ou bien qui demande au maire de... Parce qu'il y a des décisions qui sont rendues par soit la chambre administrative, sauf pour en matière... l'huissier intervient en matière de droit commun, ou en ce qui concerne pour les intérêts de droit commun, on demande à l'huissier de le faire. Mais aussi, on peut demander soit au maire ou bien une autre autorité administrative d'exécuter telle décision, pas forcément l'huissier de justice. Vous savez, je vais vous dire, conformément à notre statut, à son article 5, pour dire nous avions des actes monopolistiques, c'est-à-dire la signification et la signification. Sauf si la loi en a prévu. Alors, en ce qui concerne la notification, vous avez en matière sociale, où le greffier peut notifier certains actes au justiciable, pas forcément l'huissier de justice. D'accord. Alors, vous êtes l'huissier c'est une étude, hein, c'est ce qu'on dit? Une étude, oui. Dans une étude, cabinet, il y a l'huissier, il y a le clerc, il y a plusieurs catégories de clercs. Oui. Expliquez-nous un peu tout ça. C'est quoi le rôle de l'huissier dans son étude? C'est quoi le rôle dévolu au clerc, au sous-clerc? L'huissier de justice, comme je l'ai déjà dit, c'est celui à qui l'autorité, enfin l'État a confié une parcelle de son pouvoir. Et lui est responsable vis-à-vis de l'État pour les actes qu'il pose. Il va être aidé dans sa tâche par des collaborateurs qu'on appelle clerc. Le clerc, c'est un employé de l'huissier. C'est l'huissier qui le recrute, il n'est pas recruté par l'État. Donc, c'est un salarié. Donc, nous avions deux catégories de clercs conformément à notre statut, la loi de 97-514 du 4 septembre 1997. À son article 9, nous avions les clercs ayant la maîtrise en droit, c'est-à-dire remplissant les conditions de 1 à 7 de l'article 14, c'est-à-dire qui ont
la maîtrise en droit, au même titre que l'huissier de justice, qui peut le supplier dans tous les actes de son ministère. C'est-à-dire ces clercs-là peuvent faire des saisies, ventes, des constats. Ce sont eux qui sont habilités à le faire. Donc on les appelle les clercs habilités. Maintenant, l'article 10 dit les autres clercs, ils peuvent suppléer les huissiers dans la signification ou la notification. Donc, ils ne peuvent pas dresser des actes de constat, de saisie, à fin d'exécution, c'est-à-dire les mesures d'exécution forcée. Et ces clercs-là sont à l'article 4 du décret de 2012-15 du 18 janvier, pour dire qu'il faut qu'ils aient au moins le bac ou la capacité en droit. Et ces deux catégories de clercs, en plus, l'article 11 de la même loi dit qu'ils sont compétents pour instrumenter auprès de la juridiction à laquelle ils sont rattachés. Donc c'est l'article 4 de la loi qui donne à l'huissier titulaire des charges. Mais il nous revient de plus en plus, Président, que des clercs se font passer, qui sont plus roitelés que le roi. Bien sûr. Pas, voilà, et ça crée une certaine zizanie, ce qui aurait poussé même le garde des Sceaux à faire en sorte que la carte professionnelle soit instituée de façon pratique. Alors la carte, je dirais que la carte professionnelle des clercs du CA a toujours existé. Oui. Peut-être que c'est une méconnaissance de ces derniers, parce que peut-être qu'ils ne lisent pas assez, mais je vous dis, la loi de 97-514 de 4 septembre, abrogeant la loi de 69-242 du 9 juin 1969. En 69, il y a eu le décret 69-243 du 9 juin 1969, à son article 22, qui institue la carte professionnelle, non seulement aux huissiers titulaires des charges, aux huissiers fonctionnaires qui n'existent plus, aux clercs d'huissiers. Le décret de 2012-15 du 18 janvier 2012, à son article 12, n'a fait que reprendre les mêmes dispositions de l'article 22. Et c'est effectif depuis 2016. C'est effectif. C'est-à-dire, moi j'ai connu dans les années 86, 87, 88, jusqu'en 93, avant la mort du premier président, les clercs avaient des cartes professionnelles. C'est pas nous, oui, je vous dis. Vous avez la carte professionnelle, vous pouvez demander à l'Est au président de la Chambre nationale des justices, Maître Agré Honoré, qui est encore vivant. Donc les clercs avaient la carte professionnelle. Puis après le 17 du fouet, tout ce que nous avions connu dans ce pays, bon, effectivement. Donc le garde des Sceaux n'a pas inventé, c'est pas nouveau. Il ne fait qu'appliquer la loi. Et ça dérange. C'est-à-dire nous sommes dans un pays, on ne veut pas qu'on applique la loi. Effectivement, lorsque vous voyez, quand vous prenez ce document, alors on vous dira tout de suite aujourd'hui, quand je suis hors du territoire national, il y a combien d'études d'ici? Peut-être que je serais incapable. Aujourd'hui, je suis à l'aise de vous dire il y a 394 huissiers de justice. Et si on va encore active, même non encore, si on va plus loin, on dirait qu'on a autour de 250 parce qu'il y a certains qui sont depuis longtemps hors du territoire national. Nous avions, c'est vrai, dénoncé. Bon, je pense que l'inspection générale est en train de faire son travail. Mais alors, quand vous prenez le cas de la France, on dit qu'il y a 3600 huissiers de justice qui fonctionnent. Vous avez 10 000 clercs. Moi, aujourd'hui, je suis à l'aise. Tous les présidents qui étaient passés ne pouvaient pas vous donner le nombre exact des clercs. Mais aujourd'hui, les clercs d'huissier, il y en a 250, c'est-à-dire officiellement enregistrés, qui sont titulaires de la carte professionnelle conformément à l'arrêté du garde des Sceaux. Parce que le garde des Sceaux n'est qu'un exécutant du décret pris par le chef de l'État. Il n'a fait que prendre un arrêté. Que faut-il faire quand on a affaire à un clerc qui se fait passer pour un huissier de justice? Alors, si c'est fait passer, ça dit que... Ça dépend du clerc. Hein. Ça dépend du si clerc. Le clerc assermenté. Le clerc assermenté, il doit être rattaché, tel que défini par nos textes, à une étude, à un huissier de justice, puisque la loi dit les actes posés par ces clercs, l'huissier de justice est civilement responsable de ces clercs. D'ailleurs, il se faut appeler maître, mais quand vous prenez l'article 12 de la même loi, on dit les actes qui font foi jusqu'à l'inscription de faux sans pour autant qu'ils soient assimilés à des officiers publics. Donc, ils n'ont pas la qualité de maître. C'est l'huissier, il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau, bien entendu. Donc, on dit l'huissier de justice titulaire des charges est civilement responsable des dommages et intérêts encourus par le clerc rattaché à son ministère. Donc, les deux catégories, vous m'avez dit tout à l'heure, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a affaire à un clerc qui se fait passer pour un huissier de justice? Soit il y a eu certains qui ont été sanctionnés devant les juridictions répressives, certains ont été arrêtés, etc. Mais ça veut dire quoi? S'il n'a pas la qualité, puis se fait passer pour un huissier de justice, c'est qu'il tombe sur le coup de la loi pénale, usurpation des titres, article 305 du Code pénal. Donc, il va être poursuivi par celui qui a été victime de ces faits, si c'est fait, ou bien si la Chambre est saisie, effectivement, s'il se comporte comme un titulaire de charge, qu'il n'a pas la qualité. Donc, les dispositions, enfin, la loi pénale va le sanctionner.
Voilà. D'accord. Très souvent, ils interviennent quand on doit expulser quelqu'un. Oui. Donc, si mon propriétaire prend un clec au lieu de prendre un huissier de justice, est-ce que la décision est... Non, non, non. Attention. Le clec nous supplie dans différents âges. Je vais lui donner les deux catégories de clés. Si c'est un clec habilité, c'est-à-dire qu'il a la maîtrise en droit, il peut nous supplier dans tous les peuples, faire d'accord, là, il n'y a pas de souci. Sous le contrôle du huissier titulaire des charges. Il n'y a pas de problème. Parce que l'huissier, lui seul, ne peut pas tout faire. Vous savez. Mais il faut que ce clec-là soit rattaché au cabinet pour lequel il est en train de... C'est-à-dire que c'est ce dernier-là qui l'aurait prêté serment. Alors, nous constatons sur le terrain qu'il y a certains, soit le titulaire est décédé, ou bien ils ont été virés du cabinet, donc ils perdent automatiquement leur qualité de clé d'huissier de justice. Donc, le PV de serment pour lequel ils vont exhiber à tout le monde n'est pas un diplôme pour dire que c'est... Non, non. La preuve même, l'huissier de justice, titulaire de charge, lorsqu'il change de juridiction, il est obligé de reprêter serment. De même qu'un notaire, quand il change de cour d'appel. Donc, le serment est renouvelable. C'est pourquoi la loi est claire. On n'a même pas interprété pour dire le clec rattaché à tel étude, puisque c'est l'huissier. Comme c'est la relation employé-employeur, c'est pourquoi dans l'arrêté du garde des Sceaux, il dit c'est l'huissier-employeur qui en fait la demande de la carte professionnelle. Et c'est lui qui est responsable. C'est lui qui va le présenter devant les juridictions pour dire que non, ce monsieur-là, je lui fais confiance, donc désormais, il peut me supplier dans l'exercice de mon ministère. D'aucuns disent que vous laissez tout dans la main de vos clercs. C'est la raison pour laquelle il y a ce, permettez-moi l'expression, il y a ce rififi là avec les clercs. Là. Il y a une certaine indolence. Il y en a qui disent qu'il y a une certaine indolence de la part des huissiers. Ils sont bourgeoises, donc ils laissent tout dans la main des clercs qui parfois font n'importe quoi. Bon, question de M. Soumaro qui nous écrit de Port-Boué 2. Non, pas forcément. Alors, je dirais, il y a un problème en Côte d'Ivoire. Et je crois que nous sommes en train de résoudre ce problème. Je crois qu'il y a un problème d'information et puis un problème de formation. Les huissiers de justice eux-mêmes ne sont pas formés. Et depuis que je suis arrivé aux affaires, depuis 2016-2017, il y a eu une série de formations. Je crois que les comportements commencent à changer. Parce que l'éthique et la déontologie ne sont pas vraiment enseignés aux huissiers même pour qu'ils puissent aussi répercuter ça avec leur... Comment ça se fait que l'éthique et la déontologie, c'est grave ça, ce que vous dites? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'actes, il y a beaucoup de... Vous devez dresser des actes authentiques. Si vous n'êtes pas bien formé, ça fait peur. On n'est pas formé parce qu'effectivement, à l'instar du colonisateur, la France, nous n'avons pas une école de formation, mais nous sommes en train de se battre pour que nous soyons formés. Je vous dis que depuis que je suis arrivé, beaucoup d'huissiers ont été formés. Je vous donne l'information. Avant vous, il n'y avait rien, c'était le chaos, quoi. C'est ça vous pouvez... Moi, je ne dis pas qu'il y ait le chaos, mais je crois que la Côte d'Ivoire a été le seul pays. L'année dernière, j'ai fait partie, une forte délégation de 17 personnes en France, à l'école nationale de procédure. Et je vous dis d'ailleurs, en France, on ne devient pas clerc, on ne sort pas. Pour être clerc d'huissier, d'abord, il faut avoir le diplôme nécessaire, un diplôme en droit, s'il y a lieu. Et en plus, il faut avoir satisfait un examen professionnel du huissier de justice pour être clerc d'abord, avant de passer à l'examen professionnel. D'ailleurs, même, je remercie encore sur cette antenne-là le garde des Sceaux qui a eu le courage de prendre un arrêté en 2017, le 5 juillet 2017, pour instaurer l'examen professionnel. Donc, nous avions fait des cours préparatoires en février-mars, et l'examen va avoir lieu très bientôt en juin, parce que les notaires ont déjà fait leur examen professionnel en décembre dernier. Nous, c'est bientôt en juin. Et désormais, effectivement, par la formation, par les cours préparatoires, c'est un peu comme le CAPA maintenant. Les huissiers ont été formés. À ces cours préparatoires, je vous dirais, des éminents magistrats ont intervenu, formés des avocats, formés des huissiers de justice. Et ceux qui ont eu cette formation, ils savent qu'effectivement, on ne s'élève pas pour être huissier de justice, puisqu'un huissier de justice, en réalité, il doit avoir une panoplie de connaissances en droit. Prenons le cas des saisies spéciales telles que les saisies de navires. Pour un huissier de justice qui doit effectivement faire cette procédure, il doit avoir une panoplie de connaissances. Non seulement il doit avoir des connaissances en droit maritime, connaître non seulement certaines conventions, la convention de Vienne, et les créances maritimes qui sont exercives, parce que si vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas. Mais il faut connaître, il faut avoir une connaissance en droit international privé, parce que s'il y a les lois de police, vous en faites comment? Il faut avoir des notions en droit commercial, en droit administratif. Vous voyez que... Alors, généralement, si l'huissier de justice, qui en amont, pendant et après, au cours d'une exécution, il ne connaît pas ces panoplies de droits,
il va faire du n'importe quoi, il devient un peu comme un coursier. Ce que vous dites est tellement vrai, Président, voilà. parce que des fois sur le terrain, et ça c'est une question de M. Karamoko de Daloa, souvent sur le terrain, on a affaire à des huissiers qui sont perplexes, qui ne savent même pas. Et quand ils ont le malheur de tomber sur des personnes qui ont un peu de connaissances en droit, on les voit tout de suite paniquer et après ça devient du vous voyez, nous sommes dans un monde mondialisé, on tend vers l'émergence partout dans le monde entier. À l'époque, peut-être pour être huissier du juge en Côte d'Ivoire, on n'avait pas besoin d'un diplôme en droit exigé, même comment ça se fait? Aujourd'hui, pour être huissier de justice, laissez-moi quand vous dites ça, ça fait mal. Donc oui, à l'époque, c'était le no man's land. Oui, effectivement, parmi nous, il y a certains qui n'ont jamais mis les pieds dans une faculté, etc. Non. Oui, je veux dire la loi de 69 pour dire que ayant exercé 10 années de caricature, vous pouvez être nommé directement huissier de justice. Mais depuis la loi de 97 qui a instauré la maîtrise en droit, et je crois que les choses changent un peu, mais il manque aussi la formation. C'est pourquoi la formation continue obligatoire. Dans certains pays comme au Canada, en Belgique, etc., lorsque vous êtes ici en activité, que vous ne faites pas la formation continue, vous devenez ici salarié. Vous n'êtes plus titulaire de charge. Et je crois que je vais voir le gars des Sceaux, si on peut instaurer ça en Côte d'Ivoire, comme même dans le projet de règlement de l'UMOA, qui prévoit aussi la formation continue. Si au bout de quelques temps, vous ne faites pas la formation continue, il y a des sanctions qui sont prévues dans le règlement de l'UMOA qui n'est pas encore en application pour le moment, parce qu'il y a des petits éléments qui font que je crois que ce règlement est un peu en souffrance. Mais je pense qu'on peut le faire à l'instar des autres pays. Moi, je vous dis, en France, pour être issu de justice, c'est vrai, on exige la maîtrise en droit, mais ils sont 3700. Parmi ces 3000, il y a peut-être 300 ou 400 qui ont la maîtrise en droit. Le reste, c'est des doctorants désagrégés en droit. Et qui sont bien formés, et vous ne pouvez pas être issu de justice sans passer par l'École nationale de procédure. Et il y a la formation continue qui est obligatoire. Vous voyez, le droit évolue. Je vous donne le cas, à l'époque, avec l'avènement de l'OADA sur le droit commercial, règlement bailleur locataire, c'était l'article 101. Mais maintenant, ça a changé, ce n'est plus l'article 101, c'est l'article 133 pour pouvoir faire la mise en demeure. Dans une procédure, il faut connaître aussi les sécurités. Si tu ne maîtrises pas les sécurités, tu ne maîtrises pas, il ne suffit pas. Donc, on ne cherche pas à se former, on ne cherche pas à se cultiver. En fait, c'est rentrer dans les mœurs des huissiers de justice parce qu'ils attendent que certains auxiliaires de justice préparent tous les actes, ils ne lisent pas. Et puis, bon, ils ne savent même pas sur le terrain. Ils savent pas. Donc, je pense que si vous-même, le président, vous reconnaissez ça, au moins c'est beaucoup d'humilité, c'est qu'il y a du boulot. Je veux dire, il y a du boulot, mais en même temps... Et très souvent, les huissiers sont sollicités pour soit des expulsions dans l'immobilier ou pour des divorces, alors que ce n'est pas que ça. Oui, il n'y a pas que ça, oui. Nous avions... La panoplie est large, signifier des actes de justice, faire exécuter des décisions de justice. Vous aviez le conflit de voisinage, vous aviez l'huissier, il intervient dans le cadre du locataire, les obligations... Dans le cadre du locataire. Les obligations alimentaires, la consommation, le recouvrement des impayés. Il y a soit judiciaire ou amiable, qui n'est pas fait. La famille, le consommateur, l'entreprise, le jeu et concours. Il intervient dans tout. Mais dans le cadre du bailleur et du locataire, à quel moment l'huissier intervient? Dès la location, dès les premiers jours de la location? C'est très important. Je crois que c'est dans l'intérêt du bailleur comme du locataire lui-même. Lorsque vous voulez donner votre local à un preneur, quelqu'un qui veut prendre votre local, il est bon, mais c'est un peu comme en matière de construction, où l'affichage du permis de construire est obligatoire pour faire constater par une huissier de justice. Donc, l'état des lieux d'entrée est obligatoire parce que à la sortie, il peut avoir un problème. Il faut prouver qu'effectivement, au moment où il rentrait, effectivement, le poignet était intact ou bien la robinerie était dans tous ses états. Sinon, vous-même, locataire, on va dire que vous avez pris un bon état de fonctionnement lorsque vous étiez en train de prendre le local. Et le bailleur vous dira de le remplacer, de le mettre en état. Alors qu'au moment où vous preniez, c'était un mauvais, c'était pas fonctionnel. J'aime bien, on va aller dans des cas pratiques, les obligations alimentaires. Parce que quand on vous entend, quand on entend ici, on pense tout de suite à une maison, on pense toujours à une alors que là, un divorce, tout ça. Mais là, obligation alimentaire, parlez-nous un peu, rapidement, en 2 minutes. Alors, si vous voyez à l'intérieur de ce document, les obligations alimentaires, mais écoutez, lorsqu'il y a le paiement comme la pension alimentaire, etc., et que l'autre conjoint refuse de s'exécuter, mais l'huissier est obligé de contraindre ce dernier-là à exécuter l'obligation qui pèse sur lui. Après décision de justice. Après décision de justice. Oui, mais justement, toujours l'huissier de justice
En réalité, on dit huissier de justice. Vous savez, il y a plusieurs catégories d'huissiers au Parlement, huissiers à la présidence, mais nous sommes huissiers de justice. Donc, l'huissier de justice ne peut rien faire sans une décision de justice. Sauf si la loi en dispose autrement. Voilà. D'accord. Voilà. Mais il peut y avoir des cas, je vous dis, c'est vrai. Vous allez, si un huissier est en train d'exécuter en vertu d'un chèque qui est revenu impayé, puisque la loi a prévu, parce que ce sont un titre assimilé, conformément à l'article 55 de l'acte uniforme relatif au droit d'exécution, vous avez la lettre d'échange, ou bien même le contrat de bail. Après un commandement, effectivement, l'huissier peut procéder à des exécutions, ce n'est pas une décision de justice, mais qui s'assimile à une décision, je veux dire, c'est des titres assimilables à des titres exécutoires qui sont prévus à l'article 33 des dates uniformes. Ok, l'émission finit dans une minute. Merci. Maître et président de la Chambre des huissiers, alors quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre corporation? Alors, je souhaite que les huissiers de justice, qui sont des juristes de proximité par excellence, donc des juristes, qui soient vraiment, je demande à l'État ivoirien, moi j'étais surpris lorsque nous étions avec le président de la Chambre française à Paris. Il m'a même demandé quel est votre budget, on vous donne combien, je dis nous n'avions rien, on n'a vu que des cotisations des membres. Alors, c'est une fonction publique, c'est l'État, c'est la continuité. Vous avez l'huissier de justice, c'est la continuité, c'est le prolongement du juge. C'est une fonction étatique. C'est pourquoi nous n'avons pas la finalité des charges, puisqu'on dit que ça appartient à l'État. Que l'État puisse aider quand même cette corporation, en donnant les moyens à la Chambre, soit un petit budget, pour s'occuper effectivement, parce que la formation coûte cher, effectivement en Côte d'Ivoire, vous savez, il y a des juridictions, les huissiers souffrent parce que les affaires ne marchent pas, compte tenu du fait que tout le monde n'est pas habitué, comme à l'instar des pays occidentaux, où partout nous allons devant les juridictions. Il y a des juridictions, les gens préfèrent régler leurs affaires à l'amiable, au point que tous les huissiers sont concentrés à Abidjan. Non, les honoraires sont accessibles. L'huissier, c'est un peu l'eau par rapport à celui qui peut... l'eau est accessible, hein, et ça ne coûte pas cher. Alors qu'il y a certaines fonctions, ça ressemble un peu à du champagne, mais ça ne coupe pas la soif. Merci beaucoup. Je rappelle donc que nous étions en compagnie de monsieur le président de la Chambre des huissiers, Maître Cissé Yao Jules, rôle et mission des huissiers de justice. Comment on prononce, huissier ou huissier? Huissier. Huissier de justice. Oui. Merci beaucoup. Allez, cette émission est certifiée. Il y a un huissier qui est présent. Ça veut dire que l'émission a eu lieu. C'est comme ça qu'on dit? Merci, oui. Allez, bonne journée, mesdames. Adjugé. Non, adjugé, c'est les commissaires-priseurs. Voilà. Justement, on recevra ici un jour les commissaires-priseurs. On dit que désormais, il y a une fusion, il y a un projet de loi, fusion ici et commissaire de justice maintenant. D'accord, ça c'est un scoop à matin bonheur. Fusion, voilà, c'est très important. Merci, bonne journée, c'est fini. Ciao, ciao. Ok. Audio Jungle.